Is it time to reimagine your future? The right business skills may make a difference in your career. At Capella University, we offer a relevant education that's designed to focus on what you need to know in the business world. We'll teach professional skills to help you pursue your goals, like business management, strategic planning, and effective communication. And you can apply these skills right away. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. This episode is brought to you by Amazon. The holidays are here, and you know what that means. It's time to get your friends and family the gifts they deserve. Take the stress out of shopping with Amazon's great deals and low prices on a huge range of items from toys to tech and much more. Whoever you're gifting for, Amazon has great prices on everything you need this holiday season. Shop Black Friday week starting November 21st. Bien joué, Loriot. Tu veux bien me ranger ce foutu pétoire? C'était fermé à clé, y a personne ici. Le type l'a tué dans un wagon fermé, alors tu m'excuseras, mais je tiens à mes miches. Froussard. Vise un peu ses meubles. Elle était pas fauchée, la petite, pour une ouvrière. Tss, se marier à un bourgeois et devenir veuve 5 ans plus tard. La belle vie, quoi. Je serais toi, je garderais un œil sur ma bonne femme. Des fois qu'elle aurait envie de devenir veuve elle aussi. Avec ce qu'on nous paye à la PJ, elle ira pas loin, mon copain, hein. Ferme plutôt ton bec et fouille le bureau pendant que je m'occupe de la chambre. En juin 1937, l'enquête sur le meurtre de Laetitia Thourot est au point mort. Tout Paris s'arrache les cheveux. Pourquoi cette femme ordinaire a-t-elle été poignardée? Par qui? Le commissaire Badin ordonne à ses hommes de déterrer tout ce qu'il est possible sur le passé de la victime. Et petit à petit, la police reconstitue partiellement le parcours de la jeune femme. Laetitia Thourot, Nourrissa de son nom de naissance, est d'origine italienne, née dans le Val d'Aoste en 1907, d'un père cultivateur et d'une mère couturière. Elle a 2 frères et une sœur. Dès le début de la Grande Guerre en 1914, son père s'engage dans l'armée. À son retour en 1918, traumatisé par le conflit comme tant d'autres, il devient violent. Sa femme le quitte dès 1920, déménage à Lyon avec leurs enfants, et 5 ans plus tard, les voilà qui s'installent à Paris. À l'époque, 10% de la population masculine française a trouvé la mort dans les tranchées. Le vide laissé sur le marché du travail attire un grand nombre d'immigrés, et au total, plus d'1 million d'Italiens gagnent la capitale française. À Paris, Laetitia Nourrissa, tout juste âgée de 19 ans, se sent enfin à sa place. Grâce à son frère Henri, elle découvre le bal musette, très en vogue à l'époque, et gagne rapidement la réputation d'être une danseuse hors pair, dont la beauté et la joie resplendissante font tourner les cœurs de tous ses cavaliers, nuit après nuit. De jour, elle travaille pour les établissements Thourot dans une usine de poterie. Ses patrons louent son abnégation. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'elle entame en 1926 une liaison avec leur fils, Jules. Plus qu'une liaison, c'est même le grand amour. Ils s'aiment passionnément. Leur bonheur, bien réel, durera 8 ans, à l'issue desquels la vie de Laetitia basculera pour toujours. Bonjour, je suis Florian. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 2e que nous consacrons à Laetitia Thourot. En 1937, cette femme d'apparence ordinaire a été assassinée dans le métro parisien. L'enquête qui s'ensuivit révéla ses liens troubles avec la pègre, mais aussi et surtout avec les services secrets français et italiens. Aujourd'hui, je vous parlerai de la double vie de Laetitia dans les années 30, au cœur des émeutes violentes qui déchiraient Paris. Il tousse depuis des mois. En 1934, Jules Thourot tombe gravement malade et son état ne cesse d'empirer. Les médecins n'arrivent pas à savoir avec certitude s'il souffre de la tuberculose ou d'un cancer du larynx. Quoi qu'il en soit, les espoirs de le voir guérir semblent inexistants.
6 ans plus tôt, en 1928, Laetitia Nourissa, 21 ans, épouse Jules Toureau, 36 ans. Cet homme timide, profondément gentil, lui donne tout ce dont elle a besoin, y compris la stabilité émotionnelle et financière qu'elle n'a jamais eue depuis son départ d'Italie, suite à la séparation de ses parents. Jules achète un appartement. Le couple s'installe à Paris. Laetitia est aux anges. Seule ombre au tableau, les parents de Jules, de riches bourgeois, ignorent tout du mariage de leur fils, de sa vie de couple. Et lui sait très bien qu'il désapprouve totalement cette union. Le quotidien du couple se partage entre les bals musettes auxquels ils se rendent assidûment avec une joie sans cesse renouvelée et une vie paisible dans leur appartement. Cela dit, Jules retourne souvent chez ses parents. Il y passe même régulièrement des nuits pour sauvegarder les apparences. Laetitia en souffre un petit peu, mais elle sait que la qualité de l'existence qu'elle mène est inespérée en comparaison de celle de ses compatriotes immigrés, qui subissent de plein fouet les préjugés violents de la capitale. Chaque jour, devant le jardin public en bas de chez elle, elle détourne son regard de la pancarte apposée sur la grille qui stipule « Interdit aux chiens et aux Italiens ». En 1934, la maladie brise hélas le bonheur du couple. Le mari de Laetitia meurt en 6 mois. Quand je pense que nous vous avons donné du travail, c'est comme ça que vous nous remerciez. Nous n'avons pas éduqué notre fils pour qu'il épouse une immigrée. Mais monsieur Toureau, Jules m'aimait. Taisez-vous. Je vous interdis de parler de lui. Je vous suggérerais bien de prendre un avocat. Mais comme vous n'auriez rien pour le payer, je vous suggère plutôt de disparaître de nos vies et de ne plus jamais nous contacter. Bonne journée, Madame Nourissa. 9 ans après son arrivée à Paris, Laetitia, désormais veuve, est de retour à la case départ. Elle ne touche pas un centime de l'héritage de Jules. Et si elle peut garder l'appartement qu'il lui avait offert, elle ne dispose désormais d'aucune source de revenus. Aujourd'hui, beaucoup affirment que la mort de Jules et le besoin d'argent qui s'en est suivi pour Laetitia sont à l'origine du grand bouleversement de sa vie. D'abord, elle parvient à se faire engager à l'usine Maxi, spécialisée dans les objets en étain. Mais c'est également à ce moment-là qu'elle commence un travail nocturne au vestiaire de l'As de Cœur, un bal musette parisien très prisé. Ce dernier élément permet enfin aux enquêteurs d'élaborer des théories concrètes sur l'assassinat de Laetitia. L'As de Cœur accueille des citoyens de toutes sortes, des hommes politiques influents venus rejoindre leur maîtresse, et des membres de la pègre, fichés au grand banditisme. Son emploi dans le vestiaire du dancing plaçait Laetitia au centre de toutes ces intrigues. Il est de plus en plus probable qu'elle ait eu des liaisons avec des hommes peu recommandables. Mais, d'ailleurs, la police n'a-t-elle pas démantelé un trafic de cocaïne à l'As de Cœur durant cette période ? Se pourrait-il que Laetitia ait été concernée de près ou de loin par cette opération ? Que savait-elle ? Pour la première fois, les enquêteurs entrevoient des progrès dans la résolution du mystère. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Reculez, reculez, nom d'un chien ! Les gendarmes présents devant l'Assemblée nationale ont toutes les peines du monde à contenir la foule, dont la colère croît un peu plus à chaque minute. La manifestation peut dégénérer à tout moment. Depuis des semaines, Paris menace de brûler. Et au mois de février 1934, le mécontentement populaire atteint son paroxysme. On ne trouve alors plus qu'un seul nom sur toutes les lèvres de la capitale, Stavisky. 6 mois auparavant, le directeur du Crédit municipal de Bayonne a été arrêté pour le détournement de fonds. L'enquête révèle en fait qu'il a agi pour le compte d'un certain Serge Alexandre Stavisky, un escroc déjà bien connu des autorités pour de nombreuses fraudes à grande échelle. Le 6 février, plusieurs ligues nationalistes ainsi que des groupes d'anciens combattants manifestent place de la Concorde et devant l'Assemblée. Stavisky a, à minima, bénéficié de la complaisance de certains députés, si ce n'est plus, et l'extrême droite en profite pour attaquer le gouvernement d'Édouard Daladier,
Quel juge corrompu! L'Action française, les Croix de Feu et les Jeunesses patriotes appellent à des réformes autoritaires, ou mieux, à un changement de régime. À l'époque, la tentation du fascisme est grande en Europe, comme en atteste l'accession au pouvoir d'Hitler en Allemagne et de Mussolini en Italie. Le premier barrage de la gendarmerie cède, tandis que les manifestants, galvanisés, se précipitent vers le suivant, forçant les policiers à charger à leur tour. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Dispersez-vous! Nous ouvrirons le feu tant que cela sera nécessaire! Dispersez-vous! Après le 6 février 1934, plus rien ne peut empêcher la polarisation de la vie politique française. Les émeutes font 15 morts et près de 1000 blessés. C'est dans le contexte de cette France déchirée que Laetitia, désormais veuve sans le sou, bien qu'ayant pu conserver son appartement, va devoir évoluer. Au même moment, des membres de la virulente Action française, jugeant leur mouvement trop timoré, décident de créer un mouvement plus radical encore, dédié à des opérations violentes sur le sol français. Ils ne tardent pas à se faire connaître sous le sinistre nom de la Cagoule. Et le cerveau de l'approvisionnement en armes du groupe, Gabriel Jeantet, fréquente assidûment le bal musette de l'As de cœur, tout comme une certaine Laetitia Thourot. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins. Écrit par Clément Prévost, réalisé par Félicien Goisdoué. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des liens dangereux que Laetitia entretenait à la fois avec la Cagoule et la police française. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur vos sites de podcast préférés.